En 1999, une mystérieuse disparition s'est produite aux États-Unis et hante encore les esprits aujourd'hui. Une fillette de 11 ans a été laissée seule pendant 90 secondes et s'est littéralement volatilisée. Des années plus tard, la police retrouvera un billet portant la mention « I am alive » au nom de la fillette. Dans cette vidéo, nous avons rassemblé toutes les informations dont nous disposons sur ce qui est arrivé à Michael Biggs. Le 2 janvier 1999, dans la ville américaine de Mesa, en Arizona, deux sœurs, Michael, 11 ans, et Kimber, 9 ans, se promenaient près de chez elles. La soirée est fraîche et la nuit commence à peine à tomber. Malgré l'hiver qui bat son plein, l'Arizona est un état chaud du sud, et Michael a donc pris son vélo pour accompagner sa sœur. À un moment donné, les filles ont cru entendre le bruit d'un camion de glace qui s'approchait. Elles ont donc installé des haut-parleurs et mis de la musique pour avertir les enfants de l'approche de leur friandise préférée. La fillette s'est dépêchée de rentrer chez elle pour demander une glace à sa mère et la changer, puis elle est retournée dans la rue. Cependant, le camion de glace était introuvable et les filles ont commencé à attendre. À un moment donné, Kimber a eu froid. Elle a dit à sa sœur qu'elle allait chercher une veste à l'intérieur et qu'elle reviendrait. Lorsqu'elle est revenue, Michael n'était plus là, le vélo était couché sur la route et sa roue tournait encore. À côté se trouvaient les 2 pièces de monnaie que la jeune fille avait préparées pour acheter une glace. Kimber rentre chez elle et annonce à sa mère la disparition de Michael. Ni elle ni sa mère ne s'étaient encore permis de penser qu'il avait pu arriver quelque chose à la petite fille. La mère pensait que Michael était allé chez un voisin avec lequel la famille était amie, mais la jeune fille n'était pas là et la mère a compris que quelque chose de terrible avait pu arriver à sa fille. Immédiatement après, elle s'est rendue à la police. Il convient de noter que la réaction de la police a été très rapide. En 30 minutes, un hélicoptère était déjà dans les airs, les forces de l'ordre ont arrêté toutes les voitures suspectes et ont contourné les maisons environnantes. Ce jour-là, des bénévoles de l'école de la jeune fille ont distribué et affiché des prospectus avec sa photo. Ces photos apparaîtront plus tard dans les vitrines des magasins et sur les panneaux d'affichage le long des routes de l'Arizona. La police a fouillé des bennes à ordures et inspecté des centaines de maisons. Les inspecteurs Butch Gates et Jerry Giselle ont été chargés de l'affaire. Ils interrogent tous les vendeurs de glace de l'État et ne parviennent pas à établir qu'au moins l'un d'entre eux se trouvait dans la région au moment de la disparition de la fillette. Les détectives ont reconstitué la chronologie des événements et sont parvenus à une étrange conclusion. La fillette a disparu en 90 secondes seulement, c'est la durée de la disparition de Kimber. La roue qui tourne sur le vélo confirme que l'enlèvement s'est déroulé très rapidement. Les chiens de recherche, dont l'aide a été sollicitée par l'enquête, n'ont pas pu retrouver la trace de la jeune fille, et lorsqu'ils l'ont fait, ils n'ont fait que quelques pas en direction de la route. Le fait que le chien ne prenne la marque de la personne que lorsque la personne disparue est partie sur ses pieds. Cela n'a fait que renforcer la version principale de la police, la jeune fille a été mise dans une voiture, emmenée, et tout s'est passé en quelques secondes. La situation a été compliquée par l'absence totale de témoins. Bien que les fillettes jouaient dans une rue bordée de maisons, aucun voisin ne les a vues ce soir-là. Plus tard, on a appris qu'un homme avait tenté d'enlever les 2 fillettes à la sortie de l'école. Les enfants avaient 10 et 11 ans à l'époque. La police a vérifié ces informations pour établir un lien avec la disparition de Michael, qui n'avait que 11 ans, mais l'enlèvement s'est avéré être une farce ratée. Les preuves s'amenuisant, la police a commencé à échafauder les théories habituelles. Lorsqu'un enfant disparaît, les parents et autres membres de la famille sont toujours recherchés. Étant donné que la mère de Michael était à la maison au moment de l'enlèvement, les enquêteurs se sont tournés vers le père de la fillette, Darian Biggs. Dès le début, personne n'a cru à son implication. Pourquoi un père enlèverait-il sa propre fille, surtout d'une telle manière, au milieu de la rue, en peu de temps, alors que son autre fille rentrait à la maison en courant? Cependant, il est rapidement apparu que l'homme avait menti au sujet de son alibi. Lors du premier interrogatoire, il a déclaré qu'il était au travail au moment de l'enlèvement, ce qui s'est avéré faux. En réalité, il passait du temps avec sa maîtresse. La suite est encore plus intéressante, l'homme a échoué au détecteur de mensonges. Sa femme a admis qu'elle était au courant de la tromperie. Darian lui-même lui en avait parlé un mois avant les faits. Le couple a envisagé de divorcer. Malgré le faux alibi, la police a fini par ne plus considérer le père comme un suspect. Même en cas de divorce, sa femme n'avait pas l'intention de lui interdire de voir ses enfants. Il n'avait tout simplement pas de mobile. De plus, les inspecteurs ont reconnu que les résultats du détecteur de mensonges ont pu être influencés par l'état émotionnel du père dont la fille venait d'être enlevée. Il se peut même qu'il se soit attribué une partie de la responsabilité et qu'il ait pensé que s'il avait été à la maison avec sa famille, la tragédie aurait pu être évitée.
Les détectives ont également suivi les déplacements de Darien ce soir-là et ont déterminé qu'il n'avait tout simplement pas eu le temps de cacher Mickaël. L'homme s'est présenté chez lui très rapidement après que sa conjointe l'a appelé pour signaler la disparition de sa fille. L'inspecteur Gisèle a déclaré plus tard que Mickaël ne connaissait probablement pas son ravisseur. S'il s'était agi du père, elle n'aurait pas jeté le vélo et la monnaie par terre. La jeune fille a tenté de fuir l'inconnu, mais n'y est pas parvenue. Au cours de l'enquête, la police a régulièrement eu des pistes qui ne menaient nulle part. Un homme anonyme a appelé les détectives pour leur signaler que le corps de Mickaël se trouvait dans une usine abandonnée à la périphérie de la ville. La police a passé la zone au peigne fin, mais n'a rien trouvé. Plus tard, ils ont reçu un email d'un homme anonyme affirmant qu'il était l'auteur de l'enlèvement de la jeune fille. Le FBI a rapidement retrouvé l'adresse IP de l'expéditeur et a envoyé une équipe d'intervention à son domicile dans la ville de Phoenix. Il s'est avéré que l'expéditeur était un garçon de 12 ans qui avait simplement décidé de faire une blague. Pendant ce temps, la police était dans l'impasse, commençant à examiner les théories les plus incompréhensibles. Ils ont passé au peigne fin 35 mines d'or abandonnées dans le comté, et ont même interrogé près de 500 médiums censés pouvoir aider l'enquête. Bien entendu, cela ne mène à rien. Un témoin a été trouvé, qui avait vu une Jeep couleur menthe peu avant l'enlèvement de Mickaël. Le conducteur a été rapidement retrouvé et innocenté. Après cela, la police était déjà désespérée de retrouver la jeune fille parce qu'il n'y avait littéralement plus aucun indice devant elle. Cette situation a duré jusqu'au 27 septembre 1999, date à laquelle un nouvel événement choquant est survenu dans ce paisible comté. Une femme vivant près de Biggs rentra chez elle et entra dans la cuisine pour y trouver un homme d'âge moyen dont le pantalon était déboutonné. Sans dire un mot, il s'est jeté sur la femme et a commencé à l'étrangler et à abuser d'elle. L'agresseur a ensuite mis le feu à la maison et est parti. Apparemment, l'agresseur pensait que sa victime était morte, mais la femme a survécu. Son cou a été brisé, mais elle a pu atteindre le téléphone et appeler une ambulance. Déjà en route pour l'hôpital, elle a chuchoté au médecin dans son dernier souffle, « Mickaël Biggs, la fille qui a disparu, il l'a enlevée. Vous devez la sauver. » Toute la ville est à nouveau sur les dents, les événements s'enchaînent rapidement. La police se saisit de l'affaire et arrête l'agresseur. Il s'agit de Dee Bullock. Cet homme était un alcoolique bien connu dans la région, qui vivait avec sa femme et ses 3 enfants, réparait des voitures accidentées et troublait parfois l'ordre public. Sa maison n'est qu'à 2 pâtés de maison de Biggs. Dee a été l'un des premiers à se porter volontaire pour aider à retrouver Mickaël et a volontiers laissé la police pénétrer dans la maison pour la fouiller, mais pas dans la caravane qui se trouvait dans l'arrière-cour. Pour la caravane, il a exigé un mandat. Convenez que ce comportement est extrêmement bizarre. Un homme à la mauvaise réputation, qui se porte volontaire pour aider à retrouver une jeune fille disparue, qui permet à la police de visiter sa maison sans poser de questions et qui, soudain, lui interdit d'aller voir dans la caravane. Dès lors, Bullock devient le principal suspect, même si sa femme lui a fourni un alibi pour l'enlèvement de Mickaël. Personne n'a cru à son histoire et il est fort probable qu'elle ait simplement eu peur de son mari. Les détectives ont commencé à fouiller le passé de Bullock et ont découvert qu'il avait été jugé 3 fois pour violence et attouchement, ainsi que pour enlèvement de mineurs. Il n'est sorti de prison qu'en 1995 et, à l'époque, aucun des voisins n'avait la moindre idée du genre de monstre qui vivait à côté de chez lui. Plusieurs fois par semaine, Mickaël prenait des leçons de piano privées avec un voisin qui habitait en face de la maison de Bullock. Cela laisse supposer que l'homme connaissait peut-être la jeune fille bien avant qu'elle ne disparaisse. Après l'arrestation de Bullock pour avoir agressé la femme, la police fouille à nouveau sa maison et envisage d'enquêter sur la caravane dont il leur avait caché l'accès, mais elle est déçue, la caravane a disparu sans laisser de traces. Ce fut un coup dur pour les parents de Mickaël. Ils étaient persuadés que leur fille était là, vivante ou non, mais il avait disparu et la police n'avait pas pu le localiser. Bullock a été condamné à 15,5 ans de prison pour l'agression de la femme le 27 septembre 1999. Il a catégoriquement nié toute implication dans la disparition de Mickaël. Cela n'est pas surprenant, pour l'agression de sa voisine et les atrocités qu'il lui a fait subir, une peine de 15 ans de prison serait une peine clémente selon les normes américaines. En revanche, avouer l'enlèvement d'une fillette de 11 ans aurait pu le conduire directement sur la chaise électrique. Les parents ne pouvaient pas accepter que leur seul espoir de vérité ait disparu. La mère et le père ont écrit à Bullock une lettre directement adressée à la prison, lui posant la question ultime, s'il avait quelque chose à voir avec la disparition de Mickaël. Personne n'espérait obtenir des aveux, mais la réponse du criminel a surpris les parents. Il a écrit que la conversation était trop personnelle et a proposé à ses parents de lui rendre visite en prison. À ce moment-là, l'espoir de voir Bullock avouer renaît dans le cœur des parents, mais la déception est grande.
Assis en face de l'auteur des faits, le père lui a demandé s'il avait quelque chose à voir avec la disparition de sa fille. Bullock a simplement répondu qu'il n'avait rien à voir avec sa disparition. La conversation s'est poursuivie dans cette veine pendant plusieurs minutes, après quoi l'auteur s'est simplement levé et est parti, accompagné par la sécurité. On aurait dit qu'il se moquait de ses parents, qu'il leur donnait de faux espoirs et qu'il les détruisait en les regardant dans les yeux. Pour un sadique comme Bullock, la souffrance d'autrui peut procurer un plaisir inégalé. C'est apparemment pour cette raison qu'il a organisé la rencontre avec les parents endeuillés. Par la suite, le père de Michael a avoué qu'il était convaincu de l'implication de Bullock. Il a déclaré « J'étais assis à quelques mètres de l'homme qui a tué ma fille et je ne pouvais rien y faire. » À ce stade, même les plus grands espoirs de résoudre l'affaire sont abandonnés. Absolument tout le monde pensait qu'aucune nouvelle piste n'émergerait jamais. Des années plus tard, ils se rendront compte qu'ils avaient tort, mais nous y reviendrons plus tard. Le jour du 5e anniversaire de la disparition de Michael, les parents ont enterré un cercueil vide, disant enfin adieu à leur fille. Pendant ce temps, leur mariage s'est brisé. Ils ont changé de domicile et se sont montrés réticents à l'égard des journalistes. Jusqu'en 2018, l'affaire est restée dans un long tiroir. La police n'avait tout simplement pas de quoi travailler, mais soudain, un événement est survenu qui a mis en émoi toute l'Amérique. Le 14 mars 2018, un billet d'$1 a été accidentellement déposé dans un poste de police de Neenah, dans le Wisconsin. Sur celui-ci était écrit dans une écriture rachitique « Mon nom est Michael Biggs, kidnappé dans le Mass, je suis en vie ». Le billet a été trouvé par un habitant de la région qui rassemblait des pièces de monnaie et des billets de banque dans un bocal. C'est lui qui est tombé sur le dollar, après quoi il a signalé la découverte à la police, qui a immédiatement rouvert l'enquête. La mère de Michael s'est précipitée à près de 2000 km de là pour examiner l'écriture et vérifier si le message avait bien été écrit par sa fille. D'autres membres de la famille se sont également rendus au poste, mais ils ont tous fait une déclaration décevante. L'écriture ne ressemble en rien à celle de Michael et le nom est mal orthographié. La mère a suggéré que le billet pouvait être une farce extrêmement malheureuse de quelqu'un. Les autres membres de la famille ont également soutenu cette théorie. Malgré cela, la police a tenté de retracer le parcours du billet. Hélas, cela s'est avéré presque impossible. La monnaie fiduciaire change si souvent de propriétaire qu'il est impossible de retrouver l'auteur de cette inscription. Les experts qui ont étudié le billet ont suggéré que l'inscription avait été faite par un homme adulte qui essayait d'imiter l'écriture d'un enfant. Malgré tout, le message inscrit sur le billet en papier semble très suspect. S'agit-il d'une farce ? Les chances que la police et les proches découvrent l'existence de ce billet sont extrêmement faibles. Il a pu circuler pendant des années ou se retrouver dans le coffre d'une banque sans que personne ne s'en aperçoive. Le fait qu'il se soit retrouvé entre les mains d'une personne concernée qui l'a signalé à la police relève plus du miracle que de la fatalité. Quant à l'écriture, la version la plus évidente n'est pas à exclure. Michael a peut-être écrit à la hâte, de peur de se faire prendre. D'ailleurs, elle avait disparu depuis 9 ans lorsque la facture est apparue. À supposer que quelqu'un l'ait retenue prisonnière, lui a-t-il donné quelque chose à écrire pendant tout ce temps ? En 9 ans, sans pratique, l'écriture peut changer au point d'être méconnaissable. Il y a une autre question à laquelle personne ne connaît la réponse, depuis quand cette écriture a-t-elle été faite ? Depuis combien de temps cette écriture a-t-elle été réalisée ? Le billet pourrait être en circulation depuis des années, ou être apparu peu de temps avant d'être découvert. Il convient de rappeler que Bullock était censé sortir de prison en 2017. C'est peut-être lui qui est à l'origine de cette mauvaise farce. Il suffit de rappeler comment il a tourmenté des parents malheureux en leur donnant de faux espoirs. Peut-être ne connaîtrons-nous plus jamais les réponses à toutes ces questions, ou bien cette affaire secouera à nouveau le monde avec des détails inattendus. Kimber, qui est la dernière personne à avoir vu sa sœur aînée avant qu'elle ne soit enlevée, ne peut toujours pas oublier cette horrible nuit de janvier. Elle s'est longtemps reproché d'être allée chercher sa veste à la maison, mais elle se rend compte aujourd'hui que face à un kidnappeur adulte, elle aurait été impuissante. Kimber élève son jeune fils, à qui elle parle sans cesse de sa tante Michael. Elle l'appelle l'ange qui veille sur lui. La jeune fille et le reste de sa famille sont persuadés que Michael a été enlevé par Bullock, mais sans preuve, cela ne pourra jamais être prouvé, à moins que le criminel lui-même ne décide d'avouer pour porter un nouveau coup à la famille de la jeune fille disparue. Pensez-vous qu'il y ait un espoir que l'écriture sur le billet ait été faite par Michael elle-même et qu'elle soit toujours en vie ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires sous la vidéo. N'oubliez pas non plus d'aimer la vidéo si vous l'appréciez. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci d'avoir regardé cette vidéo.